Faire jaillir des cœurs les questionnements, les doutes, les peurs, l'espoir, l'idée, la créativité. Créer du lien, Découvrir quelqu'un. échanger sans filtre pour tenter de percer les mystères d'un monde énigmatique. Creuser les sujets pour comprendre un peu plus cet être complexe que nous sommes, l'humain. Nous, c'est Océane et Olivia. On a choisi d'aller à la rencontre de personnes passionnées, aux prémices de leur carrière, qui tentent de tracer leur propre chemin. Bienvenue chez Porte-à-Pote. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une future magistrate. Entre lac et montagne, Strasbourg et Paris, ses périples de stage et sa nouvelle vie bordelaise, Zoé nous parle de son parcours et nous plonge dans le monde de la justice française. Merci beaucoup Zoé d'être là. On est trop contente que tu sois là avec nous pour partager ce moment. Merci de me recevoir, c'est trop cool. Pour commencer, on aimerait te demander de te présenter sans dire ce que tu fais, mais plutôt ce que tu es. Ok, donc je m'appelle Zoé, j'ai 22 ans. Et déjà, je trouve ça trop cool comme façon d'aborder une présentation et de pas se définir uniquement par son parcours universitaire ou professionnel, parce que c'est quelque chose que je cherche toujours à faire moi dans ma vie et que j'espère continuer de faire. Donc si je devais me présenter, je dirais que déjà j'ai grandi à Annecy, donc dans les Alpes, et c'est assez important dans mon parcours parce que ça m'a vraiment rapproché de la nature, créé un vrai besoin de plein air, de montagne, et c'est assez constitutif de mon identité aujourd'hui. Même si j'ai bougé par la suite et que j'étais dans des grandes villes, j'ai toujours eu ce besoin de me raccrocher à la nature. Et sinon, au-delà de ça, je suis une personne très curieuse. J'ai vraiment besoin d'apprendre de nouvelles choses pour avancer dans ma vie. Pas forcément des choses très complexes ou quoi, ça peut être des choses très pratiques, mais découvrir de nouvelles choses, c'est un moteur dans mon existence. Donc voilà. Trop chouette. On a demandé à des proches de te présenter. Donc, on va d'abord écouter ton amie Léa, qui du coup nous a envoyé un vocal pour nous parler de toi. Ok, trop marrant. Léa, du coup, qui était à Strasbourg avec toi ? Ouais, à Sciences Po Strasbourg avec moi pendant les 3 premières années d'études. Zoé, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant et déterminé. Elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Pour moi, c'est une personne qui, je trouve, est aussi très spontanée. Elle dit les choses directement, et en humour, c'est pareil. C'est pour ça que je me marre tout le temps avec elle. Ouais, c'est quelqu'un de très à l'écoute. C'est-à-dire que pour ses potes, en tout cas pour moi, il me semble, je vais pouvoir toujours tout lui raconter quand ça va pas. Je peux toujours être dans le partage avec elle, et elle va souvent très vite comprendre ce que je peux ressentir. Elle trouve toujours les bons mots. Elle a cette capacité-là, je trouve. Et puis aussi, quand je pense à Zoé, je pense aux montagnes, au sport, au grand air. C'est une sportive, cette Zozo. Bref, moi, je suis super fière de la compter parmi mes amis, en fait. Et je l'admirerai toujours pour son courage et la déterre qu'elle a, qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend, quoi. Ok, c'est hyper émouvant d'entendre ça. Je vais essayer de pas pleurer. T'as le droit En fait, si tu veux, écoute. C'est trop touchant. Et là, ce qui est trop chouette, c'est que Léa, elle a parlé de la nature et des montagnes, et toi, tu t'es direct présentée en disant « Je viens de la montagne, la nature, c'est trop important pour moi ». Et c'est trop cool de voir que ça ressort dans comment tes potes parlent de toi. Ouais, je pense que c'est quelque chose quand même d'assez récent. Typiquement, Léa, quand je l'ai rencontrée, donc j'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac. J'étais pas très sportive à l'époque. Et quand je suis arrivée à Strasbourg, je ne pensais pas que Annecy allait me manquer. Et finalement, c'est d'être loin de mes montagnes qui m'a vraiment créé ce sentiment de manque, ce besoin de revenir et d'y passer du temps. Alors que en ayant grandi à Annecy, c'était devenu quelque chose d'hyper habituel, et je pense que ça vous l'a peut-être fait aussi, cette sensation de passer devant le lac, devant la Tournette sans plus y faire attention, parce qu'on est habitué à cette beauté-là. Et c'est un truc que vraiment je me refuse à faire aujourd'hui. D'arrêter de m'émerveiller, c'est plus possible, et du coup j'essaie d'entretenir un peu cette flamme-là, et aller en montagne, ça fait que décupler cette envie d'y être. Bah carrément, moi ça m'a fait la même à Angers.
Quand je suis revenue d'Angers, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, j'ai vraiment de la chance d'être née ici, de vivre là, et d'avoir ces paysages autour de moi, de pouvoir faire des randos, de pouvoir aller me baigner au lac l'été, sans me poser la question de, ah, qu'est-ce que je fais? Bah non, juste, je sors de chez moi, je marche un peu, et c'est vraiment chouette. La deuxième personne qui nous a envoyé un vocal, c'est ta maman. Ok. Coucou ma Zoé. Alors, que dire de toi? Que tu étais un bébé super facile à vivre, pas de colère, plutôt sympathique, très souriante. Et puis tu passais facilement de bras en bras sans pleurer. C'était très 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 sociable. Pour toi, la famille a toujours été quelque chose de très importante et attentive et très attentionnée. Tu faisais tout pour plaire à tout le monde, pour nous plaire, même si parfois tu te frustrais un peu en évitant d'aller traîner avec des copines le soir après le conservatoire ou après le collège, plutôt que et tu rentrais vite à la maison pour passer un moment sympathique en famille. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore? Bah oui, t'avais envie d'être un peu l'enfant idéal. Et je me souviens d'une grande déception une fois au collège, en 4e ou 3e. Tu avais eu un avertissement et quand tu as vu mon visage, on avait l'impression que tu tombais de ton piédestal alors que non, mais sur le coup, c'est vrai que j'avais réagi un petit peu froidement. T'as pas été une sportive, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant très 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 longtemps. Et puis quand ça t'a pris, eh ben comme dans tout ce que t'entreprends, quoi, t'y allais déterminé. Le sport fait partie intégrante maintenant de ta vie. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, déterminé, oui, plus que déterminé. J'ai marqué sur mon petit calepin, j'ai marqué que tu étais un vrai bulldozer. Quand tu veux quelque chose, tu y vas à fond. Tu as une capacité de travail phénoménale et aussi une capacité à t'organiser. Je pense que tu es doté d'un cerveau qui fonctionne bien et donc quand tu as décidé de faire quelque chose, tu es capable de te concentrer à fond et puis de t'octroyer à côté des moments de détente et de loisirs. D'ailleurs, tu nous l'as bien montré avec toutes tes réussites scolaires. Ok. Wow. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est hyper touchant, surtout que j'ai toujours un peu du mal à savoir que je compte pour les gens. C'est hyper important pour moi quand on me le met par écrit, que ce soit un message ou une lettre. Je sais que c'est vraiment des choses que je vais garder précieusement et que je relis de temps en temps pour me dire « Ah oui, d'accord, j'ai de la valeur aux yeux des gens ». Et là, de l'entendre de la bouche de ma maman ou de mon amie Léa avec leur voix, c'est encore plus touchant. Donc, merci. Et du coup, c'est chouette d'avoir les mots de quelqu'un qui t'a vu grandir. Et nous, du coup, ce qu'on voulait te demander, c'est comment tu te sens par rapport à l'enfant que t'étais? Est-ce que tu t'en sens encore proche? Et aussi, quel type d'enfant t'étais? Est-ce que t'étais un petit bulldozer, là, comme ta maman a dit? Toi, comment tu te voyais quand t'étais enfant? Je pense que c'est assez dur de regarder en arrière et de décrire l'enfant qu'on était. Enfin, quand je repense à l'enfant que j'étais ou que je pense avoir été, j'ai un peu deux tentations, soit d'idéaliser cet enfant-là, soit au contraire d'en dresser un portrait hyper négatif. Enfin, j'ai du mal à être bien objective, mais je dirais que j'ai eu quand même deux grandes phases dans mon enfance. Toute la maternelle et la primaire, j'étais tyrannique, je pense. J'étais un peu une peste et pourtant j'avais des amis, mais c'était moi qui commandais, ça se passait comme j'avais décidé et je pense que je pouvais être vraiment désagréable. Donc ça va, vous avez pas interrogé de personnes et qui j'étais en primaire. On a bien ciblé, vous avez bien ciblé. Et ensuite, en arrivant au collège, ça a complètement changé. Je pense que j'ai vraiment perdu confiance en moi. Et ce truc dont je vous parlais là, de pas comprendre que les gens puissent avoir un intérêt à être amis avec moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a pesé tout le long du collège et un peu une petite partie du lycée.
de me dire mais je suis pas digne d'intérêt, les gens s'intéressent à moi juste parce qu'ils sont polis. Et bon, au fur et à mesure des rencontres et des preuves d'amitié et d'amour qui sont suivies, je me suis dit, j'ai fini par accepter qu'on puisse trouver des choses intéressantes chez moi et que la politesse, ça allait bien 5 minutes, mais que sinon les gens resteraient pas à mes côtés. En tout cas, que ce soit la Zoé enfant ou la Zoé ado qui avait un peu moins confiance en elle, je pense que je me suis un petit peu enfermée dans le rôle de la jeune fille un peu studieuse, bonne élève, et que je me révélais vraiment qu'avec mes amis les plus proches ou avec ma famille, qui savaient qu'en fait je pouvais être aussi rigolote. Mais le reste du temps, j'avais un petit peu cette carapace-là. Pourtant, ça me frustrait. J'aurais aimé être plus fun, on va dire, mais j'avais du mal à le faire avec les gens de qui j'étais pas très proche. Donc en cela, je pense que je me suis un petit peu éloignée de la Zoé enfant, parce que aujourd'hui, il y a vraiment ces deux faces de ma personnalité. Ok, je peux être carrée, studieuse et sérieuse, mais je sais vraiment prendre des moments de détente et juste rigoler et assumer qui je suis du début à la fin. Mais en même temps, je reste assez proche de cet enfant dans ma sensibilité et le fait d'être très proche de mes sentiments, mais aussi des sentiments des autres, d'avoir une assez grande empathie, ça je pense que c'est un truc que j'ai toujours gardé. Et par rapport à du coup ce que ta maman disait, de cette envie de plaire, est-ce que tu penses que t'as réussi à t'en détacher maintenant et justement ça t'a libéré, ou est-ce que t'as encore cette envie de montrer que t'es assez bien? Alors, je pense que je m'en suis un petit peu détachée, surtout pour ce qui est de ma personnalité, parce que j'ai vu que finalement, quand je laissais ma personnalité s'exprimer de manière plus naturelle, c'était là où j'allais le plus plaire aux gens, parce que ils voient que je suis plus naturelle et je pense que c'est toujours plus agréable de discuter avec quelqu'un qui est 100% lui-même. Donc sur ce point-là, oui. Après, je pense que ça a été un petit peu remplacé dans ma vie par le côté physique, de vouloir pas forcément plaire aux gens physiquement, mais en tout cas cocher des standards, ce que j'imaginais être des standards, et correspondre à un idéal de corps. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je me suis vraiment battue ces dernières années et contre lequel je me bats encore, qui est peut-être pas dénué de lien. J'avais pas forcément fait le rapprochement avant, mais là, d'entendre ma mère dire que j'ai toujours voulu plaire, je me dis que ça peut être lié. Et comment... j'ai envie de rebondir du coup sur ça. À partir de quand t'as eu ce changement-là? Parce qu'avant, t'avais pas ce rapport-là au physique. Je pense qu'il y a eu un peu une conjonction d'éléments qui m'ont amené vers ces difficultés-là. Ça a commencé au moment du confinement. Donc comme je l'ai dit et comme ma maman l'a dit, j'étais pas du tout sportive avant. Vraiment, ça m'intéressait pas, et même faire une balade d'1 heure, j'avais la flemme, quoi. Et pendant le confinement, je me suis retrouvée à Annecy, en plein milieu de ma première année d'études, donc rapatriée à la maison avec pas grand-chose à faire. Et c'était le moment où tout le monde a commencé un peu à faire des vidéos fitness. Ça a été l'explosion de ce type de pratique pendant le confinement, vu que tout le monde était chez soi. Et donc j'ai commencé un peu à faire du sport comme ça, à profiter de l'heure à laquelle on avait le droit chaque jour de sortie pour aller courir. Et ça m'a vraiment apporté un bien-être physique et mental à cette période-là. Sauf que j'ai vu mon corps changer, évoluer d'une manière qui me plaisait. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu la peur de reperdre ce corps, alors que j'avais jamais été en surpoids ou quoi que ce soit avant. Mais en tout cas, de me dire, faut surtout pas que j'arrête le sport, faut que je mange le plus sainement possible pour éviter de reprendre du gras ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure des mois, des années, c'est devenu de plus en plus présent dans ma tête. Et je pense que les réseaux sociaux, ça a pas aidé non plus. Oui. Ça nous montre une image assez fausse du corps de la femme, que ce soit retouché ou de la chirurgie, ou même des femmes qui ont naturellement ce corps-là, mais en tout cas des objectifs un peu inatteignables. Et ça a aussi coïncidé avec le moment de ma première relation amoureuse. Et dans mon esprit, j'ai lié les deux. Je me suis dit, si je plais à quelqu'un, c'est parce que je me suis mise au sport.
et donc que j'ai perdu un tout petit peu de poids, en tout cas que je me suis musclée. Faut surtout pas que je perde ce nouveau corps, sinon je plairai plus à personne. Mais je pense que c'est présent, enfin là tu disais le corps des femmes, mais je pense que pour les hommes ça doit être pareil aussi. Il y a quand même une image du mec sportif et tout qui est assez présente sur les réseaux. Et je pense, ouais, il y a plein d'images en fait qui sont véhiculées de, par exemple, la maman, en fait plein de stéréotypes. Et en même temps, pas que des stéréotypes parce que c'est la vie de certaines personnes, mais du coup, ouais, des fois c'est dur de s'en détacher. Mais au final... comme tu l'as dit, en fait, c'est comme pour ta personnalité, c'est toi qui plais pour qui t'es, et pas pour ce à quoi tu ressembles, ce que tu fais. Mais je trouve le problème aussi, c'est qu'on lit beaucoup... les réseaux sociaux nous incitent énormément à la comparaison. Et aussi, on peut se dire, ok, la première chose qu'on voit d'une personne, c'est son physique. Et c'est l'image que tu renvoies et tout. Et je pense que, ouais, ça joue aussi sur ça, quoi. Oui, il y a vraiment cette... je pense qu'on est dans une société d'apparence. Et qu'on le veuille ou non, notre enveloppe charnelle elle reste hyper importante, et s'en détacher entièrement c'est très compliqué, qu'on soit un homme ou une femme, et il y a une injonction à entretenir ce corps. Et en fait ce que j'essaye de déconstruire, c'est de pas trop assimiler des caractéristiques psychologiques à des caractéristiques physiques, de pas me dire c'est parce que, si j'ai pris du poids, ça veut dire que j'ai pas de volonté et donc que je suis une personne inconsistante. Ouais, ok. Yes. Parce qu'il y a vraiment ce truc de relier la personnalité et le physique, alors que c'est deux choses très distinctes. Aujourd'hui, t'as fini ton master en carrière judiciaire et juridique à l'école de droit de Sciences Po. Et tu viens d'être admise à l'école nationale de la magistrature. Déjà hyper stylé. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens en tant que jeune adulte qui vient d'être diplômée dans notre société actuelle ? Alors, je me sens un peu perdue, pour être tout à fait honnête. J'ai eu un parcours qui est assez linéaire, dans le sens où j'ai eu mon bac, je suis rentrée à Sciences Po. Là, en même temps que ma deuxième année de master, j'ai préparé le concours pour rentrer à l'école de la magistrature, je l'ai eu, et donc je commence en février. J'ai pas eu vraiment de période de réorientation, de doute, de questionnement, ce qui est assez agréable en soi parce que c'est des périodes qui sont compliquées, mais ce qui fait que j'ai jamais trop eu le temps de me demander où j'allais, ce que je voulais vraiment faire. Donc là, je suis très satisfaite du point auquel je suis arrivée dans ma vie. Je suis hyper contente et enthousiaste à l'idée de commencer à l'école de la magistrature. Mais en même temps, il y a un petit peu ce sentiment d'être prise dans un tourbillon où tout va trop vite et où mes années étudiantes ont filé à toute vitesse. Ouais, je crois que ça fait un peu peur là de passer de cette bulle protégée de l'enfance, de l'adolescence et même des années étudiantes à celle de la vie active, et de me dire que demain je vais devoir me gérer de A à Z. Je crois que ça fait un petit peu peur et que c'est pas forcément facile d'être jeune en 2024. Ça l'a jamais été. D'être un jeune adulte, c'est toujours une période un peu compliquée, une transition qui peut être difficile. Mais là, je pense qu'il y a plein d'enjeux aujourd'hui auxquels on est soumis. Je pense notamment à l'environnement, tout ça. Et là, moi, en intégrant la magistrature, j'intègre un corps d'État. Et du coup, je vais devoir des années à l'État puisqu'il finance ma formation. Donc, je vais devoir 10 ans à l'État à l'issue de l'école. Et c'est quelque chose qui me fait un peu peur de me dire, je suis en quelque sorte bloquée là pour les 10-15 années à venir, et je vais pas forcément pouvoir changer, me réorienter si ça correspond plus à mes envies. Donc cet horizon-là il me fait un petit peu peur, mais en même temps je suis trop contente de me lancer dans cette nouvelle aventure. Et quand tu dis que tu dois 10 ans à l'État, c'est-à-dire que tu dois travailler pour la justice, c'est-à-dire, explique-nous un peu plus, et même comment ça se passe à l'ENM et le parcours que tu vas avoir du coup. Ouais, alors déjà pour répondre à ta première question là sur les 10 années dues à l'État, donc c'est l'idée qu'il finance ta formation à l'ENM pendant 2 ans et demi, okay. Et qu'ensuite tu dois travailler en tant que magistrate, donc vraiment dans la justice, les 10 années qui suivent. Sinon, si t'arrêtes, tu dois leur racheter ta formation, okay. Donc à savoir les dépenses qu'ils ont faites pour toi. Globalement, si tu vas bosser pour Total ou une grosse banque, ils vont te racheter tes années qui te manquent.
Si tu vas bosser dans une association de protection de l'environnement ou une ONG, là, il y a peu de chances qu'ils les rachètent. Donc, ou sinon, c'est à toi de les rembourser en prenant un prêt. Enfin, ça peut être assez compliqué, quoi. Et par rapport à la scolarité à l'ENM, donc c'est 2 ans et demi. On a un statut un peu particulier. On dit qu'on est auditeur de justice. Donc, on n'est pas tout à fait magistrat encore. Mais en même temps, on va quand même pouvoir prendre des audiences comme un magistrat. On a notre robe de magistrat. Mais juste, on est tout le temps sous le contrôle d'un magistrat un professionnel assermenté qui nous corrige, nous aiguille et nous aide à progresser. Donc ça, c'est pendant les périodes de stage, parce que le long de cette formation, il y a vraiment beaucoup de stages pour tester toutes les fonctions de magistrat. Je pense qu'on en reparlera après pour expliquer un peu en quoi ça consiste. Carrément. Mais donc on va tester toutes les fonctions de magistrat dans des tribunaux, mais aussi découvrir un peu les professions annexes avec qui on va être amené à bosser. Donc les policiers, les gendarmes, les services pénitentiaires, les avocats. Enfin, c'est vraiment l'idée de sortir de l'école en ayant une connaissance de terrain et pas juste le côté théorique. Donc au final, les moments de formation un peu théoriques à Bordeaux, où il y a le siège de l'ENM, ça représente peut-être 8 mois sur les 2 ans et demi, et tout le reste du temps, on sera en stage. Ok, et pour le concours, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le concours, comment ça se passe ? Alors, c'est un concours qui est assez exigeant, parce qu'il lie à la fois des matières juridiques, donc vraiment du droit, il y a du droit pénal, du droit civil, du droit public, c'est assez large. Et à côté de ça, on a des matières un peu plus traditionnelles des concours administratifs et de la haute fonction publique. Donc il y a de la culture générale, il y a une épreuve de notes de synthèse, donc ça c'est pour les écrits. C'est la première phase. Et ensuite, si on est admissible, il y a une deuxième phase avec des oraux. Et là, dans ces oraux, il y a un grand oral devant un jury de 5 personnes qui est très axé culture générale et qui est plus du tout juridique. Donc, je pense que c'est un concours exigeant en ça qu'il impose à la fois d'avoir absorbé un certain nombre de connaissances en droit et en même temps d'être une personne ouverte sur les autres matières, sur le monde et pas du tout enfermée dans son code pénal, quoi. Et est-ce que pour concourir, t'es obligé d'avoir un master avant ou d'avoir fait 5 ans d'études ? Il faut un niveau Bac plus 4, donc un master 1 pour candidater, mais dans la réalité, tout le monde a au moins un master 2. Et même parfois, il y a des gens qui ont des doctorats ou qui ont d'autres formations. Tu peux le tenter à Bac plus 4, mais je connais personne qui l'a eu à ce stade-là. Et ça se passe sur 1 an, le concours ? C'est assez étalé. En fait, la plupart des gens prennent une prépa. Moi, ça a été mon cas. J'avais une prépa à Sciences Po en même temps que ma 2e année de master. Et donc, on a commencé en novembre de l'année dernière. Et on a préparé toute l'année jusqu'en mai. En mai, il y avait les écrits. Et après, t'attends les résultats qui tombent mi-juillet. Et en fait, les oraux sont après l'été. Donc vraiment, c'est l'enfer. Tu passes le pire été de ta vie à bosser d'abord au mois de juillet sans savoir si tu vas être admissible. Après, tu sais que t'es admissible et tu continues de taffer tout le mois d'août. Et plus ou moins loin à l'automne selon le moment où tu passes les oraux. Mais c'est un peu un marathon. Faut vraiment tenir sur la durée et c'était le vrai challenge de ce concours-là. C'est que t'as envie de lâcher au bout de 3 mois et faut tenir, quoi. Et du coup, justement, tu t'es préparé comment mentalement ? Enfin, est-ce que t'étais accompagnée ? Enfin, comment t'as réussi ? Parce que j'ai l'impression que, du coup, que c'est super intense, que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, moi, j'imagine les personnes qui ne s'arrêtent pas de travailler, qui font que ça de leur vie. Est-ce que c'était ton mode de fonctionnement ? Enfin, comment t'as fait pour trouver un équilibre ? Alors, déjà, faut savoir que moi, j'avais jamais fait de droit de ma vie. Donc, quand je suis arrivée en master à Sciences Po Paris, donc j'étais en licence à Sciences Po Strasbourg et en master à Paris. Et donc, je suis arrivée dans ce master de droit en ayant jamais fait avant. C'était le cas de la plupart des gens parce que à Sciences Po, le droit, c'est une matière parmi d'autres, mais c'est assez marginal. C'est pas comme les gens qui ont fait une fac de droit. Et le but du master était vraiment de nous préparer à ce concours-là. Donc, il a fallu tout apprendre en partant de zéro et faire l'équivalent de 50 facs de droit en 2 ans de master. Donc, c'était hyper intense. Et je suis partie dans la première année vraiment dans cette optique bête de concours et où je faisais que travailler. C'était aussi, je pense, un moyen de
une sorte de déni un petit peu du fait que j'étais pas bien à Paris et que le rythme de la capitale me correspondait pas du tout, j'étais pas épanouie, donc je m'enfermais dans le travail, je passais mes journées à la bibliothèque, je m'accordais 1 heure par jour pour faire du sport et sinon tout le reste du temps je taffais. Et les autres étaient à peu près dans ce mood-là aussi dans le master, donc je me posais pas forcément la question. Et j'ai tenu comme ça 6 mois. Mais il y a eu les vacances de Noël et ce moment où il fallait retourner à Paris et j'avais pas du tout envie de retourner à Paris, de continuer à taffer. Donc ça a été un petit peu dur cette période-là, l'hiver de la première année de master. Et vers le mois de mars, j'ai senti que si je continuais comme ça, j'allais juste faire un burn-out. Et j'ai commencé à essayer de changer un peu mon rythme et mon équilibre, de me dire que les week-ends où je rentrais à Annecy, c'était des week-ends pour voir ma famille, mon copain, mes amis, et que c'était ok de pas bosser pendant 48 heures, que ça allait pas changer la face du monde. Et au final, je me suis rendu compte que quand je rentrais de ces week-ends-là, j'étais encore plus motivée pour taffer et plus efficace une fois de retour à Paris. Donc ça, j'ai continué la première année de master à peu près comme ça. Et ensuite, l'année dernière, il y a eu la deuxième année de master plus la prépa. Donc là, je m'apprêtais vraiment à une année hyper intense. Et je me suis dit qu'il allait falloir que je généralise un peu cet équilibre-là au quotidien, de m'accorder des vraies périodes de pause, même si je restais le week-end à Paris ou dans ma journée, des moments pour moi à faire d'autres choses, à voir des gens, à lire, à regarder une série, des trucs bêtes, mais qu'on prend pas forcément le temps de faire. Et surtout que les autres autour de moi ne prenaient pas le temps de faire. Et c'était hyper dur de me dire, là, tout le monde va en bibli, mais moi, je vais à l'escalade, ou je vais boire un café avec une copine. C'était vraiment pas évident. Et j'ai eu de la chance d'avoir des gens à Paris comme toi, Olive, qui étaient là pour moi aussi toute l'année et qui m'ont permis de me sortir de ce rythme de travail un peu acharné et dans lequel je m'épanouissais pas du tout. Et est-ce que tu avais une culpabilité un peu face à ces gens? Parce que des fois, il peut y avoir une pression. Je sais que dans la danse, c'est ça aussi un peu pour nous, où on voit tout le monde être à fond, tout le temps s'entraîner. Et au final, ces moments de off, ils font trop de bien. Et c'est ça qui te motive aussi et qui te redonne envie de le faire. Mais des fois, ça peut aussi être culpabilisant de te dire « Ah, eux, ils sont en train de travailler, moi, je profite. » Et comment t'as réussi à gérer ça? Ça, je pense que j'ai assez de chance sur le côté scolaire de pas trop me comparer en termes d'efforts fournis. Et en fait, je voyais que de prendre des moments de pause, mon fonctionnement en tout cas, me permettait de réussir comme je le voulais et était pour moi la meilleure façon, en tout cas la façon la plus efficace de m'organiser. Et donc en voyant ça, je réussissais à pas culpabiliser de voir les autres bosser plus que moi. Trop chouette de nous avoir parlé de ton parcours. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est ce qui t'a donné aussi envie de travailler dans la justice. Ouais, du coup, je m'étais pas du tout prédestinée à faire du droit. Ça m'intéressait pas et j'avais une image même très négative de cette matière. Je me disais que c'était un truc hyper austère, pas du tout vivant. Et en fait, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée à m'intéresser au monde de la justice. En 3e année à Sciences Po Strasbourg, tout le monde partait à l'étranger. Et je devais partir à Taïwan pour une année d'échange. Et en fait, avec le Covid, les frontières taïwanaises n'ont jamais rouvert. Et Sciences Po m'a demandé, pour remplacer, de trouver des stages en France. Mais c'était un petit peu au dernier moment, donc j'ai été prise au dépourvu. Et je discutais avec mon oncle, qui lui est assesseur dans un tribunal pour enfants. Donc en fait, dans les tribunaux pour enfants, il y a un juge professionnel et 2 personnes, 2 citoyens, souvent qui sont assez proches du milieu de l'enfance. Lui, il avait bossé dans des centres éducatifs fermés pour mineurs. Et donc qui siège à côté du juge et la décision est prise à la majorité, donc le juge n'a pas une voix prépondérante. Et donc il m'a parlé un petit peu du métier de juge des enfants et je me suis dit ah ouais, ça a l'air super intéressant et j'ai fait une candidature spontanée dans un tribunal. J'ai contacté une juge des enfants qui m'a acceptée en stage et là dès ma première journée de stage, je suis rentrée le soir et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Donc à ce moment-là, c'était vraiment juste le côté juge des enfants. Je me suis un petit peu renseignée sur les études, tout ça. J'ai vu qu'il fallait passer par l'école de la magistrature. Je me suis demandé, ok, c'est quoi un magistrat? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction? Comment on intègre cette école? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Sciences Po Paris pour mon master à faire du droit et au final à trop kiffer ce que je découvrais
et surtout à voir que c'était une matière hyper vivante, hyper politique, humaine, sociale, et pas du tout le truc froid et austère que j'imaginais. Trop bien. Et du coup, c'est quoi les différentes spécialités dans la justice et lesquelles t'intéressent le plus? Au final, la justice, c'est marrant parce que c'est un truc dont on entend un peu tout le temps parler, dans les médias, tout ça. Tout le monde a une idée à peu près de ce que c'est un avocat, parce qu'ils peuvent y être confrontés dans la vie quotidienne. Mais l'institution judiciaire en elle-même, c'est assez obscur. Même pour des gens qui s'intéressent à la politique, à l'actualité, personne ne sait trop comment ça marche. Et je m'en suis rendu compte en m'y intéressant et en discutant avec les gens autour de moi. Du coup, ouais, dans la justice, il y a les professions un petit peu principales qu'on imagine, c'est celle du juge, celle de l'avocat. Mais en fait, il y en a plein d'autres qui gravitent autour. Il y a les procureurs, il y a les greffiers, il y a les commissaires de justice, il y a toutes les personnes qui travaillent pour les services pénitentiaires, la protection de la jeunesse. Donc il y a vraiment une multitude d'acteurs. Et moi, là, je me destine à être magistrate. Donc les magistrats, ça englobe les juges qui tranchent les décisions et les procureurs qui, eux, ils ont deux rôles. Il y a un rôle pendant l'enquête, pendant les enquêtes de police, ceux qui vont autoriser tous les actes qui sont attentatoires, on va dire, aux droits et libertés. Donc imaginons une garde à vue, des écoutes téléphoniques, une géolocalisation. Enfin, c'est des actes qui sont nécessaires pour l'enquête, mais qui sont très très intrusifs dans la vie des gens. Et donc c'est hyper important de respecter le cadre légal. Et ça, c'est le procureur qui va vérifier que les services d'enquête, donc les policiers et les gendarmes, vont bien respecter ça. Et ensuite, le procureur, il a un deuxième rôle au cours du procès. C'est lui qui va requérir au nom de la société. Donc en France, le procès, c'est pas entre un accusé et une victime, alors qu'on a un petit peu cette image-là. Ok. C'est entre un accusé et la société. Et la société, elle est représentée par le procureur, qui demande réparation pour le mal qui a été fait, non pas à cette victime en particulier, mais à la société tout entière, quand une infraction a été commise. Et donc, en général, le procureur va requérir une peine assez forte. Les avocats vont plaider pour une peine moins forte ou une absence de peine. Et la plupart du temps, le juge tranche entre les deux. Du coup, en gros, si par exemple, toi, t'es victime d'une agression ou autre, tu vas porter plainte et ensuite, au moment du jugement, tu seras représenté en tant que pour la société et pas en tant qu'individu. Alors, il y a un moyen pour la victime d'être partie au jugement, c'est de se constituer partie civile. Ok. Et donc, ça veut dire qu'elle va demander réparation de manière financière pour le dommage qu'on lui a causé. Mais en fait, que la victime soit là ou pas là, ça change rien et le procès peut avoir lieu même si la victime porte pas plainte. Ou on peut imaginer par exemple des violences conjugales, où la victime irait déposer plainte. Finalement, elle se remet avec son agresseur, elle retire sa plainte. Le procureur peut décider de quand même poursuivre la personne parce qu'il considère qu'il y a eu une atteinte à la société, que cette personne est dangereuse et donc elle doit être condamnée pour ce qu'elle a fait. Ok. Mais même si la plainte a été retirée. Même si la plainte a été retirée. Ah ouais. C'est hyper intéressant. Et en fait, c'est ce que tu dis. On a plein d'images de la justice avec notamment plein de séries où il y a des avocats, des juges, plein de procès avec des histoires rocambolesques. Et au final, on parle de certains jugements qui sont très médiatisés. Mais dans la majorité des cas, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Ouais. Puis surtout, notre imaginaire collectif, du coup, il est hyper influencé par ces séries qu'on voit. Et la plupart de ces séries, elles sont américaines ou à la limite anglaises. Et c'est vrai que ça marche pas du tout, en tout cas, pas tout à fait de la même manière. Du coup, dans la justice judiciaire en France, il y a deux branches. Il y a le pénal, donc là, c'est quand il y a une infraction qui a été commise. Et il y a le civil, où là c'est juste pour obtenir réparation de dommages mais qui sont pas forcément des infractions. Donc ça peut être toutes les questions d'affaires familiales, donc un divorce, une garde d'enfants, mais ça peut être les enjeux de propriété qui sont séparés ou un dégât des eaux parce que des travaux ont été mal faits. Là il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de faits graves qui ont été commis, mais on peut quand même demander réparation. Et là, pour le coup, la victime, c'est un acteur central et qui doit forcément être là. C'est un métier qui demande, justement, comme tu l'as dit, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et je suis curieuse de savoir quelles sont les choses que tu voudrais pas sacrifier au profit de ce métier.
Ouais, c'est une bonne question parce que je me la suis beaucoup posée et je me la pose encore. J'en ai beaucoup parlé avec les magistrats que j'ai rencontrés dans mes stages, avec des jeunes magistrats. Et ça m'inquiète pas mal parce que il y a un gros manque de moyens dans la justice en France. Et du coup, les magistrats bossent énormément, font des semaines de fous furieux. Il y a plein de jeunes magistrats qui, en sortie d'école, bossent vraiment 70 heures semaine, vont au tribunal le week-end et posent pas tous les congés auxquels ils ont droit parce que il y a les dossiers qui s'accumulent. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Justement, là, on a parlé un petit peu de l'équilibre que j'avais réussi à trouver pendant les années de prépa et je me suis rendu compte que c'était fondamental pour mon bonheur et je peux pas envisager comme t'as dit, de sacrifier les autres choses qui me rendent heureuse pour une profession. Et c'est difficile dans la justice et dans plein d'autres métiers, mais en fait, on a ce sens de l'intérêt général où quand tu travailles dans le service public, tu œuvres pour le bien commun. Et donc, c'est très dur de dire, non, là, moi, je pars en week-end ou je termine ma journée à 18h parce que tu sais qu'il y a des gens dont la vie est en jeu, clairement, enfin, dont la vie tient à la décision que tu vas rendre. Mais je pense qu'on ne doit pas porter, en tant que magistrat, tout le poids de l'institution qui est pas assez bien dotée et que en essayant de garder la tête hors de l'eau, au final, on permet qu'il n'y ait pas plus de moyens qui sont investis. Donc j'essaierai, si j'y arrive, de mettre un peu mes limites et de garder du temps pour moi, pour mes proches, pour faire du sport et je suis pas du tout prête à sacrifier ma vie personnelle pour ma vie professionnelle. Est-ce que tu penses que la justice est juste ? Waouh. Ouais, c'est une grosse question. Ouais, c'est une grosse question. C'est pas évident d'y répondre. Je pense que la justice, ça reste un idéal vers lequel les sociétés démocratiques cherchent à tendre, mais qui est hyper dur à atteindre. On le voit bien sur toutes les questions, notamment de violences sexuelles, de violences conjugales. On est encore assez loin du compte parce que c'est des infractions qui sont très dures à prouver. Donc, on a beau essayer d'être un petit peu souple avec le code pénal, s'il demande de telles choses pour caractériser l'infraction et qu'on n'a pas les preuves matérielles, c'est hyper dur de juste dire on croit la victime ou on la croit pas. Enfin, c'est pas satisfaisant. Donc, je pense qu'on a des progrès à faire, mais quand même qu'on arrive en France à avoir une justice assez satisfaisante. On a des décisions qui peuvent nous heurter, mais la plupart des décisions, je pense, sont assez justes et je dirais pas que je suis à 100% satisfaite de la justice qui est rendue, mais je pense qu'on a quand même de la chance. Merci pour cet échange. Là, on te propose de te laisser un espace pour nous partager quelque chose qui te touche, si t'es OK. Ouais, carrément. Donc je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu dans ma vie qui m'avait pas mal touchée. C'était lors d'un stage en préfecture pendant ma 3e année d'études, donc j'avais 20 ans. Et j'étais en stage au sein du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture. Et j'ai été vraiment confrontée à un univers de préjugés hyper rétrogrades, de racisme, d'homophobie, de sexisme. Et ça m'a vachement heurtée sur le moment. Donc à l'issue de ce stage, j'avais écrit un petit article sur un ton journalistique et j'en ai sélectionné quelques extraits à vous partager. Donc que je vais vous lire. Alors, première surprise, la place démesurée des ragots au sein du service public. Je connais plus ou moins les discussions en salle des profs à la récré, je vois très clairement les débats entre magistrats à la sortie du tribunal. Bien sûr que les potins existent, c'est évident, c'est inhérent à toute relation sociale, qu'elle soit professionnelle ou non. Mais j'ai été frappée à la préfecture par la nature de ces commérages, concernant des sujets éminemment privés et utilisés pour calomnier un fonctionnaire. Le précédent préfet n'a-t-il commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions pour que la seule critique à formuler à son sujet soit « de toute façon, c'était un PD refoulé » et celui d'encore avant
Qu'a-t-il réalisé en 4 ans de poste pour que la seule évocation de son nom soit pour me raconter qu'il s'est marié en secret à une brésilienne des favelas que tous les agents de la préfecture surnommaient la couscoussière parce qu'elle ne maîtrisait pas les bonnes manières d'une femme de préfète. J'ai également été frappée par le déséquilibre politique de l'institution préfectorale. Je m'attendais à trouver une certaine diversité d'opinions partisanes, peut-être même un peu plus de gens de gauche, en raison de l'image que je me faisais de l'agent de la fonction publique. Eh bien, j'ai vite déchanté. Dès la première semaine, une collègue visant de l'œil gauche lors d'une séance d'initiation au tir à l'arc, constatant surprise que c'était bien la première fois et la dernière qu'elle faisait quelque chose à gauche de sa vie, c'était finalement assez drôle. J'ai pris de bon cœur tous les colibés quotidiens contre les gauchos. J'hésitais pas à m'opposer à mon chef de service dans des débats politiques houleux mais bon enfant. Néanmoins, cette culture de droite me posait un vrai problème au moment où je réalisais que ces opinions pouvaient jouer un rôle dans l'action publique. Comment vous dire que j'ai tiqué en entendant des fonctionnaires se lamenter que l'on continue de verser des prestations sociales aux Français fainéants et des agents du pôle immigration dire qu'il vaudrait mieux couler les bateaux de migrants en mer? Quelle place reste-t-il pour la neutralité de la fonction publique dans un corps préfectoral se revendiquant ouvertement de droite et prenant position sur des sujets politiques directement liés à leur fonction? Je ne suis pas naïve. La neutralité totale n'est pas humaine et je ne défends pas une administration froide et impersonnelle. Néanmoins, il me paraît hautement problématique que les agents chargés de l'exécution de l'action publique appartiennent tous au même courant partisan et ne cherchent pas à le dissimuler. Car si rien n'interdit d'être de droite, le racisme et l'homophobie, eux, n'ont pas leur place au sein des services de l'État. Voilà, merci. Eh ben, merci pour le partage de ton texte. C'est super chouette d'avoir ton retour et ton expérience sur ces sujets-là. Ça nous a inspiré quelques questions qu'on a mis dans cette jolie petite boîte à confiture. Et le but, ça va être de piocher chacune notre tour une question, on la lit, et ensuite on y répond, et après on échange toutes les trois. Et du coup, ça va tourner à chaque question. Ok, trop cool. Voilà, donc si tu veux, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. Ok. Alors, première question. Comment faire face à ces désillusions quand on a idéalisé quelque chose? Métier ou personne? Alors, à mon sens et de mon expérience, la meilleure solution pour pas trop subir ces désillusions, c'est de se forcer en amont à pas idéaliser les choses ou les moments. Je sais que j'ai accumulé pas mal de frustrations dans ma vie en ayant idéalisé des relations, des moments à passer avec une ou plusieurs personnes, des métiers ou quoi que ce soit, enfin des expériences. Et finalement, si ça se passait pas exactement comme je l'avais imaginé, que ce soit en moins bien ou en mieux, mais en tout cas différemment, j'étais frustrée de pas avoir eu le contrôle sur la chose ou sur la personne. Et c'est un sentiment qui est hyper négatif et qui est pas du tout constructif. Donc je pense que se forcer à vivre plus dans l'instant présent et à pas trop se projeter, pas trop idéaliser, c'est la meilleure clé à mon sens. Après, des fois, je trouve que c'est un peu inconscient. J'ai l'impression que des fois, tu contrôles pas... Par exemple, moi, j'ai idéalisé le fait de vivre à Paris. Ok. Surtout dans ce que je voulais faire... Du coup, dans le milieu artistique, je me disais, la vie à Paris, ça a l'air d'être vraiment le top. Et du coup, les 2 premières années, c'était trop bien, génial, parce qu'il y a la nouveauté et tout. Mais 2 autres années suivantes, en fait, j'ai eu une désillusion totale. Mais du coup, pour moi, c'est soit... déjà, je pense qu'il faut l'accepter, la désillusion, et la conscientiser. Toi, tu l'acceptes et tu continues. Tu essaies de trouver des trucs positifs. Ou soit tu renonces. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, c'est à quoi Bah, moi, du coup, après, je suis partie de Paris. Oui, Enfin, ok. tu vois, où je me dis, par exemple, si t'as idéalisé, par exemple, dans une relation de couple, t'as idéalisé ton copain, par exemple, ou ta copine, que tu découvres au fur et à mesure des défauts, là, tu peux dire, ok, je l'aime et tout, j'avais pas forcément vu tel défaut, mais je l'aime, donc je peux accepter. C'est une sorte de désillusion. Et si la désillusion, elle est plus élevée, genre, en fait, tu te rends compte que la personne, elle est hyper toxique ou quoi, ben pour moi la solution c'est de renoncer et de partir. Ouais, moi je pense que de base, je pars plutôt avec un truc où je vais imaginer le pire,
Du coup, souvent Ah ouais. souvent j'ai plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Mais parce que aussi, je me dis, attends, mais si je fais ça, du coup, il peut se passer ça, ça, ça. Et je vois un peu toutes les options négatives. Mais du coup, au final, même s'il y a des trucs pas ouf qui se passent, bah au final, ça attend jamais mes attentes du pire. Donc ça va. Mais c'est pas fatigant de partir du principe que ça va mal se passer? Si, parce que du coup, ça peut être freinant aussi pour plein de trucs. Genre, par exemple, pour te lancer dans des projets ou quoi. Mais du coup, après... ça, j'ai appris à gérer et je dis, je pars du pire, mais j'imagine pas une catastrophe à chaque fois, quoi. Mais c'est juste, ouais, t'imagines, ok, alors comment ça pourrait se passer? Et après, du coup, en fait, non, j'imagine les deux. J'imagine la version incroyable et la version horrible. Et du coup, la vraie version, souvent, elle est un peu entre les deux, quoi. Et du coup, en fait, juste imaginer plein de possibles, ça fait que les déceptions, elles seront moins grandes que ce que t'as imaginé. Mais du coup aussi, des fois, c'est pareil pour les réussites qui sont moins grandes que ce que t'avais imaginé. Donc c'est un peu un équilibre à trouver. Et comme tu dis, dans tous les cas, pas vivre dans sa tête et vivre dans le moment, quoi. Mais je pense que c'est impossible de pas avoir d'attente quand tu penses à quelque chose que t'aimes ou qui est important pour soi, quoi. Et du coup, c'est aussi ce qu'on disait un peu la dernière fois avec Olivia. Je trouve que moi, ce qui m'aide, c'est d'avoir des modèles ou de discuter avec des gens, par exemple, enfin là je parle plus au niveau parcours, mais de discuter avec des gens qui ont des parcours professionnels qui m'intéressent et que j'admire, et tu te dis, ah ouais, ok, t'es passé par là aussi, en fait je suis pas seule à être dans ce moment où c'est un down un peu dans ma vie, et c'est ok, et je trouve que ça aide beaucoup d'en parler autour de soi. Et ça rejoint un peu ce que disait Olivia, d'accepter les désillusions, d'en prendre conscience, mais de pas s'arrêter là et d'avancer, que ce soit en continuant sur ce chemin-là, en passant outre du coup la désillusion, ou en disant bon bah ok, là cette voie-là elle est pas pour moi, cette personne-là n'est pas pour moi, et je me construis autrement, quoi. Mais des fois aussi, je trouve ce qui peut être dur, c'est quand t'as trop idéalisé quelque chose, où tu peux te dire ok, c'est vraiment trop ce que je veux, et tu te rends compte que pas du tout. Ça peut être violent, je trouve, à recevoir. Surtout quand c'est des trucs, je pense, que t'as idéalisé depuis que t'es petit. Genre une carrière, enfin par exemple la danse. Moi je sais qu'à un moment j'ai eu une grosse désillusion sur attends, c'est quoi le métier de danseur en vrai? Ok, c'est un rythme de vie, enfin c'est hyper chouette, c'est ta passion, tu rencontres plein de gens incroyables, tu fais plein de projets cool, mais en même temps c'est un rythme de vie hyper particulier. C'est beaucoup de blessures aussi, beaucoup d'engagement personnel. Enfin, il y a énormément de trucs positifs et de trucs négatifs. Et en fait, quand t'es petit, t'idéalises ça et tu te dis waouh, je vais être dans ces étoiles. Next question. Next question. Je pioche. Ouais. Alors, SMR. Trop bien. Peut-on imaginer un monde dans lequel on peut discuter de tout avec ouverture? Comment favoriser ce dialogue? Eh ben pour moi oui, parce que ça dépend vachement de la posture aussi dans laquelle tu te mets et de l'ouverture que toi tu vas avoir face à la personne qui est en face de toi. Et après bah oui, bien sûr il y a aussi un truc de sensibilité. Si je sens que la personne à qui je parle elle est hyper fermée, hyper braquée, bah je vais pas aller sur certains sujets où je vais les aborder différemment et pas aller autant en profondeur. Mais je pense que ça dépend du degré de confiance que t'arrives toi à avoir avec toi-même et que t'arrives du coup à avoir dans tes échanges avec les autres. Et du coup, il y a certaines personnes avec qui c'est hyper fluide et direct, tu vas pouvoir avoir ce niveau d'échange qui est hyper prenant rapidement. Et il y a d'autres personnes avec qui ça va mettre plus de temps à s'instaurer, mais ça veut pas dire que ça pourra pas s'instaurer, quoi. Et du coup, je pense que c'est possible, même avec des gens qui n'ont pas la même opinion que toi, d'avoir ces échanges-là. Moi, je pense que oui aussi. En tout cas, idéalement, oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça dépend de l'ouverture d'esprit de la personne en face de toi et de la tienne. Et je trouve que ça dépend aussi du contexte dans lequel tu te trouves. Après, ouais, franchement, je pense que ça dépend vraiment des gens, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant de discuter avec quelqu'un qui t'as une opinion différente, parce que du coup ça t'apporte parfois une vision autre ou un point de vue auquel t'avais pas pensé.
Mais je trouve qu'il y a une limite, et c'est une question en fait même que je me pose. Tu vois, à quel moment tu peux parler de tout, avec qui, et comment favoriser ce dialogue? Je pense que ça passe par l'éducation et je dirais l'écoute. Parce que je trouve qu'en vrai, aujourd'hui, on n'écoute pas assez activement l'autre. Ouais, enfin, des fois, tu sais, on pense à ce qu'on va répondre ou juste à, par exemple, comment l'autre en face se tient. Et on n'écoute pas assez attentivement l'autre. Je pense, ouais, par l'éducation et l'écoute plus active, je dirais. Ok. Bah, je pense que je vais être un peu plus pessimiste que vous. Enfin, on peut l'imaginer, ce monde dans lequel on pourrait discuter de tout, mais je pense que c'est vraiment pas la direction qu'on est en train de prendre et que nous, on est un petit peu dans une bulle dorée entre, dans un cercle ici à Annecy de bobos écolos où globalement on a à peu près le même avis sur tout, et quand on discute avec quelqu'un qui a pas le même avis que nous, on est presque content, ça fait du débat, c'est un petit peu exotique. Mais au final, je pense que c'est un privilège de pouvoir parler de tout et que c'est pas le cas de manière générale dans la société française et encore moins dans le monde. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, en termes de place des femmes. Là-bas, non, quand t'es une femme, tu peux pas discuter de tout et tu peux même pas discuter du tout parce que t'as pas le droit à la parole. Donc je pense qu'il faut être assez vigilant et que ce monde-là, je le souhaite, mais il reste très illusoire. Par contre, je suis vraiment super d'accord avec vous sur les moyens d'y parvenir. Et la place de l'écoute, elle est fondamentale. Pour faire un lien, par exemple, avec les relations amoureuses, j'ai l'impression qu'on nous dit souvent, en ce moment c'est très à la mode de dire la clé, c'est la communication. Oui. Et on te balance ce remède miracle comme ça. Et ça s'arrête là, et personne ne sait comment il faut communiquer, quand, de quelle façon. Et en fait, on a tous des manières très différentes de communiquer et de recevoir les émotions, les pensées, les opinions des autres. Et je pense qu'il faudrait des cours d'éducation à la communication interpersonnelle. Parce qu'en fait, c'est super dur de trouver les bons mots face aux émotions de l'autre. Et ouais, je trouve ça pas évident. Mais c'est vrai que c'est très idéaliste et en fait pour moi on devrait pouvoir parler de tout. C'est ça. Ouais, mais, ça, je suis d'accord. Mais oui, c'est clair que c'est pas du tout possible partout. Alors, je pense aussi que c'est important d'y croire et de croire en cet idéal parce que si on n'y croit pas, ça arrivera jamais. Alors que si on y croit, si on imagine des solutions pour que ça soit possible, bah ouais, on n'en est pas là, mais en soi, on pourrait. On le fait pas, mais on pourrait. Du coup, peut-on imaginer un monde dans lequel on pourrait discuter ouvertement de tout? Bah oui, on peut l'imaginer, ce monde. Et on doit l'imaginer. Mais par contre, est-ce qu'on y est? Non, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas la même. Oui, je suis d'accord. Et si on n'est pas idéaliste à notre âge, on peut désespérer du monde, quoi. Qu'est-ce qui influence le plus nos convictions personnelles? Les convictions personnelles, je pense qu'elles viennent d'où tu viens, de ton entourage. Déjà, ton milieu socio-culturel, je pense qu'il influence énormément. Ton entourage et ta famille. Moi, je dirais que c'est les 3 trucs qui influencent. Après, ton expérience de vie, parce que tu peux venir d'un milieu socio-culturel particulier et faire ta vie dans un tout autre milieu. Donc ça va aussi influencer. Parce que c'est inconscient, enfin, j'ai l'impression que tout est déterminé. On peut dire, bah non, moi je suis convaincue que de ce truc-là, de ce sujet, je pense ça, mais en fait, tout vient d'un... En fait, je trouve qu'on est fait des autres, on est fait de ce qu'on a vécu, des opinions de notre famille si on est proche. Et d'ailleurs, je trouve que ça peut être frustrant aussi. Enfin, moi, des fois, je me dis, j'aurais pu être toute autre personne. Pourquoi? Et même des fois, si je vais plus loin, genre, pourquoi je suis née dans cette famille, dans ce pays? Et des fois, je me dis, c'est frustrant de se dire que tu peux plus être une page blanche. Il y a beaucoup de choses déjà écrites. Ouais, mais t'es fait de tout ce que t'as vécu, quoi. Et ça détermine aussi beaucoup de choses. Donc, ouais, je sais pas. Après, il y a aussi, on peut dire, tout ce qu'on regarde. En fait, ce qui influence aussi nos convictions, je pense, c'est tout ce qu'on regarde, notre nourriture, en fait, de tous les jours, je dirais. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais moi, je pense qu'à titre personnel, ma famille, ça a une place énorme dans mes convictions actuelles.
mais je le vois plus comme un terreau, comme une sorte de base qui m'aurait orienté, donné un peu une direction dans laquelle pousser et permis de penser d'une telle manière, sur certains sujets d'être assez catégorique, sur d'autres au final d'être beaucoup plus ouverte au débat et de pouvoir me créer une opinion un petit peu plus personnelle, même si je suis d'accord avec toi, elle est influencée par un peu ta nourriture intellectuelle, par les personnes qui gravitent dans ton cercle. Enfin, si je prends le sujet de l'écologie, il y a toujours eu cette sensibilité-là chez moi, mais j'ai l'impression de l'avoir poussée beaucoup plus loin que ne l'avaient fait mes parents ou que ne le fait ma sœur, en me renseignant par moi-même, en essayant d'aller chercher des informations, en discutant avec d'autres gens. Et donc je pense quand même qu'on n'est pas totalement... qu'on subit pas totalement le milieu culturel, le milieu familial, et qu'on peut aussi avoir une démarche personnelle, et ça permet de mieux gérer la frustration dont tu parlais, essayer de se sortir de ce qu'on nous a inculqué de manière plus ou moins bienveillante, pour se dire, bon bah là je trace aussi ma route sur tel sujet. Et déjà, je pense qu'avoir conscience que t'es influencé par quelque chose, bah ça te permet de te dire que t'es pas neutre, et du coup de pouvoir accepter soit d'autres façons de penser, soit toi en tout cas réfléchir à pourquoi tu penses comme ça, ou te dire ah bah tiens ça vient de ma relation avec mes parents où ils étaient très engagés dans l'écologie, et du coup bah moi ça m'a fait penser que c'était un sujet important, et maintenant du coup je me renseigne. Du coup je pense c'est trop cool d'avoir cette conscience-là, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui peut évoluer toute la vie, et que bah quand on parlait d'ouverture tout à l'heure, bah en fait c'est aussi une ouverture dans nous-mêmes face au monde, à trouver et à se dire ah bah tiens y a quelqu'un qui me parle de tel sujet que je connais pas, comment est-ce que je peux m'y intéresser, comment je peux me faire une opinion en justement lisant lisant ou regardant peu importe plusieurs sources, en discutant avec des gens, et à partir de ça se faire sa propre idée. Dernière question. Alors, ah bah trop bien comme dernière question. Est-ce que tu as de l'espoir pour le futur? En vrai, oui. Mais je pense que je suis très idéaliste aussi. Et je vois tous les problèmes qu'il y a, mais je pense que en soi on a toutes les solutions, et maintenant il faut qu'on réussisse à mettre en place ces solutions, et ça c'est un peu plus dur, et ça pour l'instant j'avoue je sais pas comment, mais en vrai ouais, de toute façon je pense qu'il faut avoir de l'espoir, et bah c'est ce qui fait avancer, l'espoir. Donc ouais, j'ai de l'espoir pour le futur, mais en étant consciente qu'il y a des choses qui vont et qui vont pas au présent, parce que tout n'est pas négatif non plus. Ce qui est chouette, c'est que tout est à construire, et c'est un peu comme les livres à chapitres où on pouvait choisir un peu où on veut que l'histoire aille, et t'avais choix A, choix B, choix C, choix D, et bah en fait on fait des choix tous les jours, et du coup bah c'est à nous de construire la vie qui nous plaît le plus. Et après, bon, il y a des conditions extérieures aussi, mais ouais. Je pense que si on n'a pas d'espoir pour le futur, on est coincé dans un immobilisme qui est pas du tout satisfaisant, et avec lequel on est sûr qu'il n'y aura pas de futur. Ouais. Donc on est presque obligé d'avoir cet espoir dans le futur, sinon on n'avance pas dans notre vie au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et pour reprendre le sujet de l'environnement, c'est vrai que les indicateurs, ils sont pas au vert du tout. Non. Mais moi, je me sens presque obligée d'avoir l'espoir qu'on peut encore changer les choses. Sinon, je trouve ça trop facile de baisser les bras et juste de continuer et de faire comme les générations passées l'ont fait. Je trouve ça pas du tout satisfaisant. Et j'écoutais la semaine dernière un podcast justement de mon amie Léa, qu'on a entendu au début, et qui fait un podcast sur les nouveaux récits, et qui est militante pour l'écologie, elle est super inspirante. Et le dernier épisode de son podcast, qui s'appelle Éco-Éclipse, parlait d'éco-anxiété, et qu'en fait c'était un sentiment qui était pas non seulement dû au fait de voir qu'on va droit dans le mur, mais surtout dû au fait qu'on ait les solutions mais qu'on les mette pas en œuvre,
Et c'est cet immobilisme-là qui crée de l'anxiété. Donc je pense que c'est très lié à la notion d'espoir. Et quand on dit l'espoir fait vivre, ça paraît assez bête et gnangnan. Mais je pense que c'est vrai. Et ouais, en tout cas, j'ai envie d'y croire encore un peu. Et être fataliste, ça a jamais fait évoluer quoi que ce soit. On est d'accord. À part les romans dramatiques. Ouais, je dirais aussi que j'ai de l'espoir. Mais pareil, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, particulièrement, il y a plein de choses qui sont pas rassurantes. Mais t'avances pas si tu te concentres que sur ça, je trouve. Et ouais, pareil, c'est la question de l'environnement. Je trouve que c'est la chose qui me fait le plus peur. Parce qu'en fait, toutes nos vies en dépendent et je trouve je trouve ça fou qu'on mette pas assez l'accent dessus. Heureusement, il y a de plus en plus de gens quand même qui essayent de faire des choses, mais pour moi, en fait, tant qu'on est dans l'action et qu'on a un espace d'expression, il y a de l'espoir. C'est une belle fin. C'est l'espoir fait vivre. Ce sera le titre de cet épisode. Non, mais on voulait te remercier déjà d'être venu et d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça nous a fait trop plaisir que tu sois notre première invitée. Merci. T'as ouvert le bal. Ouais, ça m'a fait trop plaisir aussi. Et du coup, pour finir, normalement, on mettra en place la question de l'invité précédent. Sauf que comme t'es la première, il n'y a pas de question pour toi. Il faut que je trouve une à poser au suivant. C'est ça. Et la prochaine personne, tu pourras l'écrire après, Okay. mais la prochaine personne, c'est Océane Godon. C'est une danseuse et modèle photo. Ok. Mais on te laissera lui écrire une question que t'as envie, peu importe. Pour finir, on aimerait avoir une petite recommandation de ta part. Ça peut être quoi que ce soit. Et ma recommandation, elle sera pas culturelle. Parce qu'on a commencé un peu le podcast sur cette idée du fait que la montagne c'était important pour moi et je pourrais vous recommander des randonnées, des courses en montagne, j'en ai des dizaines en tête, mais au-delà de ça, je pense que ce qui est vraiment important en montagne, c'est d'arriver à se couper de notre quotidien, et du coup je vous recommanderais d'aller passer une nuit en bivouac quelque part, sans forcément que ce soit quelque chose de très compliqué, une aventure folle. Ça peut être tout près de chez vous, ça peut être même une nuit dans un champ à côté de chez vous parce que vous faites pas de randonnée ou que vous habitez loin des montagnes, mais juste se couper un petit peu du monde, des réseaux, éteindre son téléphone le temps d'une soirée et regarder les étoiles. Je pense que ça peut faire le plus grand bien à tout le monde. Donc ça sera mon petite recommandation. Et ajouter à cela le repas optimal du bivouac que je recommande à tout le monde, qui peut paraître surprenant comme ça, mais qui a fait ses preuves pour les plus grands montagnards. C'est quoi? Je cite le semoule sardine. Semoule sardine. Ah ouais. Ça m'endurait. Vous prenez une boîte de semoule épicée. Ok. Épicé? Ouais, il faut qu'il y ait déjà des épices dedans parce que vous n'allez pas emmener votre sel, votre poivre, etc. Donc là, il y a même du paprika et peut-être du curry. Vous faites bouillir de l'eau sur votre réchaud. Vous mettez dans votre semoule. Vous ouvrez votre boîte de sardines. Il faut avoir pris, des maquereaux à la moutarde, des sardines à l'huile d'olive et des tomates séchées ou je sais pas, un truc un petit peu fun. Vous versez avec toute l'huile dans votre semoule qui vient de gonfler. Vous mélangez et là, meilleur plat bivouac du monde. J'attends vos retours d'expérience. Ok, et on va tester ça. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que cet échange vous a plu et on se dit à très vite pour un prochain épisode.